C'est une première question qui m'a été posée. Comment trouver son rôle? Déjà, moi, je vous ai proposé ça. On va vous proposer ça. Maintenant, ça, non seulement c'est très personnel, moi, ça ne se passe pas, si vous voulez, ça, sur les études. C'est une proposition, une synthèse personnelle. Si vous pensez que, et je suis certain que c'est le cas, qu'il y a moyen de faire améliorer cette étoile, peut-être qu'en fait, c'est pas une étoile à 5 branches, mais à 8. Si vous pensez à d'autres cas de figure, allons-y à discuter. C'est un work in progress. Moi, ah oui, voilà. Forcément, si je veux pas, de vous poser des questions. Donc, moi, je vous ai dit, voilà, il y a certainement un ou plusieurs rôles à trouver pour vous au sein de cette étoile, et je ne sais pas vous dire comment trouver, si ce n'est que vous connaissez. Après, vous avez compris ce que vous avez compris, et retenu ce que vous avez retenu, ce que je vous ai expliqué. Vous, il n'y a pas que moi, il y a d'autres, évidemment, plein d'autres contenus à lire. Vous faites votre propre synthèse. Et surtout, vous avez ensuite votre propre appréciation. Et est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? En fonction de vos moyens, de vos possibilités, vous pourrez plus ou moins aller loin dans cette démarche. Mais quand même, à la base, c'est vous qui vous connaissez. Et vous devez savoir s'il y a un endroit où il vous semble que vous pouvez être utile, que vous pouvez apporter quelque chose, que vous pouvez, être pertinent, tout en faisant quelque chose qui fait que vous appréciez. Ça ne peut pas être que du sacerdoce. Si ce n'est que du sacerdoce, ça ne tiendra pas longtemps. Vos bonnes résolutions ne vont pas tenir le reste de votre vie. Donc il faut aussi que vous trouviez quelque chose où vous vous reconnaissez vous-même, ça fait soit vos compétences, vos convictions, ou votre manière d'être, ou des qualités que vous pouvez avoir qui ne sont pas objectivables et que les gens autour de vous reconnaissent. C'est en fonction de tout ça que vous pouvez voir quels sont vos rôles. Voilà. Et après, surtout, connectez-vous. Des fois, on ne trouve son rôle véritablement que dans l'échange, et que dans la coordination, la coopération. Si on faisait tous un exode rural, c'est ça la question. Je n'ai pas compris si ça voulait dire que se passerait-il si jamais ça était arrivé, si c'était une proposition. Et si on faisait tous un exode? Et si c'était ça? Ouais. Alors, je vais vous dire les réflexions qui tournent autour de ces sujets par des gens éclairés sur les enjeux dont je vous ai parlé. Regardez notamment les travaux et les propositions de Philippe Buis et de Guillaume Fladorel, et pas que, qui sont vraiment assez à la pointe là-dessus, tendrait à considérer que ce qu'il faudrait aujourd'hui vraiment faire, c'est de densifier ou redensifier les villes intermédiaires, et les petites et intermédiaires. Désolé Antoine, et ce qu'il faudrait faire, c'est organiser dans l'idéal non seulement un grand exode urbain, une démétropolisation, mais qu'il y ait moins de gens dans les métropoles, on redonne beaucoup d'espace à la nature, on déconstruise, et par des méthodes de récupération des matériaux, on les réutilise le plus possible pour reconstruire sur le vivant sans trop artificialiser le moins possible et redensifier les villes intermédiaires dans cette démétropolisation, mais aussi un exode rural où il y a trop de gens qui vivent à la campagne. Et on peut penser que c'est bien vivre à la campagne, c'est mieux. Ça dépend de quoi. Tout le monde est pas vivre à la campagne. Vivre à la campagne, c'est pas du tout optimisé en matière de flux d'énergie naturelle. Moi, depuis que je vis à la campagne, ça fait 5 ans que j'ai quitté Paris. Je ne suis pas parisien, je suis bordelais, on s'en fiche. Et à Paris, quand j'ai vécu à Paris pendant longtemps, je n'ai pas de voiture. Aujourd'hui, si je n'ai pas de voiture, je suis mort. Donc vivre à la campagne, c'est tout le monde a sa voiture. Justement, il faut que ça change. Et rappelez-vous la question que j'ai posée. Comment on fait en sorte qu'on puisse vivre à la campagne sans avoir sa propre voiture? Vivre à la campagne, c'est chauffer sa maison d'hiver. Mais c'est beaucoup plus exigeant en termes d'énergie de chauffer X maisons individuelles à la campagne que de chauffer un volume équivalent en ville. Les flux d'énergie, les flux de matière, les approvisionnements, beaucoup plus de déplacements pour amener à chaque personne à la campagne qu'en ville. Donc d'un certain côté, les villes sont plus écologiques que les campagnes. Et on peut même dire d'ailleurs que sur la conscience écologique, les gens en ville sont aussi plus conscients que dans la campagne. Et évidemment, beaucoup d'exceptions. Mais globalement, la campagne n'est pas une solution. La campagne participe du problème. Donc, participe au problème. Et donc, voilà, l'idéal, ce serait de dédensifier les grandes villes et de faire un exode également rural pour aller vers la ville.
les grandes villes, pardon, sont en surpopulation. Elles ne le savent pas encore, mais quand les flux d'approvisionnement vont commencer à dysfonctionner, elles vont vite se rendre compte. Et quand les flux qui prennent les choses, qui ensuite enlèvent toutes les pollutions, qui traitent les eaux usées, etc., quand ça commence à dysfonctionner aussi, ils se rendent compte que la ville devient invivable. Et quand on surprend en plus les fonctions métaboliques, certaines fonctions métaboliques de la ville ont commencé également à s'épuiser, il y a un moment où, dans un premier temps, c'est ça que ça va devenir intéressant, là on pourrait se dire, il faut aller vivre à la campagne, raison de plus. Ouais. Mais dans un premier temps, quand ça va commencer à vraiment se tendre, et ça va se tendre, et si véritablement il y a des ruptures d'approvisionnement, ce sont les villes qui seront sécurisées en priorité. L'armée et l'État va sécuriser là où il y a des gens, le plus de gens, là où il y a des centres de décision, là où il y a des capitaux aussi. Et donc, il y aura des gens qui vont revenir à la ville, parce que la campagne, ça dépend où ils sont, la campagne sera beaucoup moins vivable. Et dans un second temps, vous savez, quand on arrivera vraiment au point de rupture des flux d'approvisionnement des villes, ça va être montré. Et je peux vous assurer que ça va se faire en 2 temps en plus, en plusieurs temps. Mais... Donc, je ne sais pas répondre exactement à la question. Je peux vous dire en tout cas que l'idéal, c'est ce que j'ai dit, qu'après, moi, et certains chercheurs, l'idéal, c'est produire. Comment résister au stress et être résilient dans sa résistance? Là, c'est la première idée. Je ne sais pas vous répondre. Si ce n'est, ne restez pas seul. Si ce n'est travailler. On construit l'espoir par l'action. On dépasse la peur est nécessaire. Je n'ai pas fait tout mon élus sur la peur, parce qu'il y a plein de gens qui disent que la peur ça paralyse. Bon, je pourrais vous faire un élus. Il y a des études sur la question. La plupart des gens qui disent ça, qui se permettent de dire ça de façon très péremptoire, n'ont absolument pas fait de travail sur cette question, sauf qu'il y a un champ d'études spécifique sur la question de la peur. Voilà. Il y a quelques centaines d'études qui existent. En 2015, il y a une méta-analyse qui est apparue, qui s'appelle Appealing to Fear. C'est un titre qui est long, mais si vous faites Appealing to Fear, vous pourrez le trouver. La conclusion de cette méta-analyse qui faisait la synthèse de 127 publications, enfin dès 127 publications parues à l'époque sur la question de la peur, est-ce qu'elle mobilise ou est-ce qu'elle paralyse, la conclusion c'est qu'elle mobilise toujours sous certaines conditions. Après, cette étude ne fait pas l'unanimité parmi les chercheurs, il y en a qui considèrent que ce n'est pas vrai, etc. Mais globalement, quand même, il y a une proportion, sans pouvoir dire un chiffre précis, supérieure aux chercheurs sur la question qui considèrent que la peur mobilise, bien supérieure que ceux qui considèrent que la peur paralyse. Et donc, dire la peur paralyse, c'est faux. Par contre, la peur toute seule, c'est une catastrophe. Il faut faire peur, de la bonne manière, cette peur-là, une peur rationnelle, une peur basée dans la science, pour déclencher la nature du changement dont on a besoin. On n'a pas besoin de faire peur à tout le monde pour covoiturer un petit peu ou faire du développement. Mais pour ce qui est remise en question profonde dont on a besoin, individuelle, collective et sociétale et culturelle, pour ces remises en question profondes-là, on a besoin d'un électrochoc. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Sinon, on continuera à faire des petits ajustements, des petits efforts, et ça ne bougera certainement pas. Pourquoi voulez-vous que les gens se remettent en question profondément, alors qu'on vit dans un système qui vous encourage à faire exactement le contraire? Pourquoi voulez-vous que les gens fassent cet effort et ce sacrifice presque quelque part à court terme, ce sacrifice-là, renoncent à des choses, s'ils ne prenaient pas conscience que c'est maintenant, que ça doit être fait, que ça les engage, et que c'est grave et que c'est urgent. Et pourquoi diable ressentir ça si ce n'était pas grave et si ça n'était pas peur? Donc la peur est absolument indispensable, sauf que la peur toute seule est une catastrophe, et pour terminer ma réponse, en plus de la peur, il faut encourager les gens, leur donner quelques exemples, ça c'est les slides qui suivent, que vous n'avez pas vu ce soir, leur donner des conseils, leur donner des concepts, leur dire voilà ce qui est fait, leur dire mettez-vous ensemble, travaillez ensemble, créez des groupes, là vous ne vous retrouvez pas seul, et si dans votre entourage personnel, familial, amical, vous êtes avec des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, ne vous acharnez pas à essayer de les convaincre. Soit, dans certains cas, ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'un couple, la fin de... peut-être, voilà, ça peut arriver pour le meilleur ou pour le pire. Et si ce n'est pas nécessaire que ce sera quand ça arrivera, tant pis. Restez en bon terme avec votre famille, dont il aura besoin de vous. Ils finiront par comprendre que vous aviez raison. Donc voilà, au final, c'est par l'action collective que l'on dépasse la peur et que l'on fait de l'espoir collectif, de l'espoir lucide de surprendre. Comment on peut répertorier les initiatives? Écoutez, il y a plein de choses qui existent. En tout cas, chez les colibris, ils ont une cartographie de différentes sociétés choisies. Dans les villes et territoires en transition, ils ont une cartographie. Dans d'autres mouvements comme ça, où il y a des cartographies, des recensements de toutes les initiatives. Et il se trouve qu'il y a un site qui s'appelle le Transiscope, que vous pourrez trouver, qui fait la synthèse de toutes ces cartographies. Il est réuni en une seule cartographie. Donc, le Transiscope est une mine d'informations.
Le souci, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Le souci, c'est qu'il y a des projets qui sont incomparables les uns avec les autres, il y en a qui sont très bons et qui sont très très mauvais, selon moi, c'est subjectif. Il y a des projets qui sont tellement inutiles, tellement ridicules, tellement... Il y a des projets qui sont géniaux. Donc, Transiscope, super ligne d'information, il faut y passer du temps. Il faut y passer beaucoup. Comment on passe à l'échelle? Je ne sais pas comment vous dire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la seule manière de se donner une chance de passer à l'échelle, c'est de devenir des agents de changement de nature culturelle. Et donc, une fois de plus, c'est en faisant et en montrant ce que l'on fait et en le rendant inspirant. Pour moi, chacun des projets que vous faites, vous devez faire maintenant, même les projets qui existent déjà, il n'est jamais trop tard, mais sinon, si ce sont de nouveaux projets qui naissent, alors dès le début, vous devez tout documenter. Et là, je vais vous lister 5 types de trucs dont vous avez besoin. Le premier type de trucs dont vous avez besoin, il faut que ce soit beau, je l'ai déjà dit. Donc, travaillez, quoi que vous fassiez, avec des gens qui rendent le lieu s'il y a un lieu, ou le site web si c'est un site web, mais globalement, comme vous faites, il faut que ce soit beau. Deuxièmement, vous avez besoin d'indicateurs. Un succès, une réussite, une expérimentation validée, ça se prépare à l'avance. Quand je dis ça se prépare à l'avance, ça veut dire qu'il faut savoir à l'avance quels vont être les critères qui permettront de dire c'est un succès ou pas. Donc sinon, oui, c'est un succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si ça se trouve, un projet peut être un succès à tel et tel niveau et un échec à tel et tel autre niveau. Donc mettez en place vos indicateurs, choses qui vous sont importantes. Ça veut dire, qui dit indicateur, dit derrière qu'il faut un dispositif de suivi des indicateurs et qu'il faut des responsabilités pour ça. Troisièmement, vous avez besoin de comptes rendus. Des comptes rendus qui disent tout ce que vous avez fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et si vous en avez la possibilité de dire, en tout cas, essayez d'expliquer pourquoi vous pensez que ça a marché, pourquoi vous pensez que ça a marché. Et également, vous avez besoin de témoignages. Vous avez besoin que les gens qui travaillent sur le projet, vous leur posez des questions, et des questionnaires, vous leur demandez au tout début, et vous leur reposez des questions une fois par an, par exemple, une fois tous les 6 mois. Pourquoi tu es venu sur le projet? C'est quoi que tu attends du projet? Et les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Ce qui est intéressant, ce n'est pas les réponses. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les réponses évoluent au fil du temps. Et les gens qui vont être dans la démarche, dans le collectif, si ce collectif il fonctionne, vous verrez que les raisons d'avoir peur passeront au second plan après les raisons d'espérer. Vous verrez que si vous leur posez la question, imagine demain c'est la grosse cata, est-ce que tu fais confiance à tes gens qui habitent dans ton voisinage pour être spontanément dans l'entraide? Et puis si vous reposez la question 3 ans plus tard, et parce que vous aurez réussi à créer une petite dynamique là, ben finalement la réponse passe majoritairement de non à oui, je ne dis pas que ça sera le cas à chaque fois. Mais si vous arrivez à faire ça c'est puissant ça. C'est puissant de pouvoir le montrer. Regardez les gens qui répondaient non, j'ai pas confiance, maintenant ils vont oui, j'ai confiance. Super important ça si vous y arrivez. Et enfin, il vous faut des images des gens, des images des lieux, et des images à tous les moments. Donc, dernière chose que je veux dire, et puis il faut mettre tout ça en récit. Et vous avez là tous les ingrédients pour faire un super récit de transformation des gens et des lieux, un récit de transformation réussi. Au tout début, vous allez peut-être vous dire que ça vaut pas le coup de prendre des photos du lieu parce que c'est moche et tout. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des photos, de pouvoir faire un avant-après. Après, ce sera beau. C'est la contraste entre les deux qui est intéressant. Vous dites, on ne va pas filmer la première réunion, on est 3 couillons dans la chambre de Jean-Claude, un dimanche, un vendredi soir du mois de novembre, on ne sait même pas encore vraiment ce qu'on veut faire comme projet en l'air de 3 ans. Et c'est pour ça qu'il faut une vidéo de ce moment. Il ne faut pas la diffuser par contre, vous aurez effectivement l'air de 3 ans. Et vous la gardez. Vous la gardez sur plusieurs disques durs, parce qu'il faut faire des backups. Sur plusieurs disques durs. Et 1, 2, 3 ans plus tard, vous pourrez raconter en disant, regardez, rappelez-vous. Il y a 3 ans, on était 3 couillons chez Jean-Claude. Regardez 3 ans plus tard, dans les 65, regardez ce qu'on a fait, regardez machin. C'est le contraste qui est intéressant. Vous avez un putain de récit de transformation. Et ça permet de passer à l'échelle, parce que plus c'est inspirant. Après, il faut faire intervenir, j'ai déjà dit, les gens qui savent inventer des récits, etc. Plus c'est inspirant, plus ça va se diffuser, plus ça va faire des petits. Voilà. Des petits, à côté de chez vous, dans d'autres territoires alentours, des petits à l'autre bout du monde. Dernière chose que je veux dire, parce que sinon, je veux dire, c'est qu'un écueil de la. Je n'ai rencontré aujourd'hui personne qui avait compris ça. Nous faisons des entre-soi dans la manière même de communiquer, dans la manière même de raconter les récits. Donc je vous ai dit, vous avez votre projet, vous avez toutes les informations qu'il vous faut des 5 différentes cultures pour faire votre projet. Alors il faut appeler quelqu'un qui sait mettre ça en récit de façon inspirante pour toucher les gens. Mais,
Cette personne, elle est ancrée elle-même dans une culture, et la manière même dont elle va raconter l'histoire, les mots qu'elle va utiliser, les référentiels culturels qu'elle va utiliser, les images qu'elle va utiliser, ne va parler qu'à certaines personnes. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour créer des récits qui sont universels, mais la plupart, on fait entre soi une focus. Et donc l'idéal de l'idéal, ce serait que pour chaque projet, même si ça ne peut pas se faire tout d'un coup en claquant les doigts, bien sûr, mais que pour chaque projet, vous entrepreniez d'avoir non pas un récit fabriqué par quelqu'un qui sait faire, mais d'avoir N récits fabriqués par N personnes qui savent faire, chacune provenant d'une culture différente. Comme ça, votre récit, il va inspirer des gens dans d'autres pays à l'autre bout du monde. Ensuite, comment on convainc les gens qu'on fait partie du problème? C'est ça la question aussi. Voilà. Comment on convainc les gens, on est dans un entre-soi, puis là, qu'on fait partie du problème. Alors moi, je vais vous raconter une aversion personnelle de cette métaphore que j'utilisais, qui est celle du Titanic. Imagine que à la pointe du Titanic, tu fais le premier avant l'iceberg. Et puis tu n'es pas dans ton attention. Tu t'y connais un peu en résistance des matériaux. Tu sais que c'est gros ce que tu vois au-dessus de l'eau, qu'il y a 2 dixièmes en dessous, c'est encore gros. Tu vois un peu la dynamique du bateau, tu sais que il y a des chances que si on fait une marche arrière toute là maintenant, quoi, c'est quand même bien parti pour qu'on colle dedans. L'essence des matériaux, tu sais que ça va coller la côte. Tu sais qu'il n'y a pas ce qu'il faut à l'intérieur pour isoler la marine. Tu sais donc que le bateau va couler. Tu sais qu'il n'y a pas assez de sauvetage. Tu sais que vu la température de l'eau, ceux qui n'ont pas de sauvetage, c'est les mots-là. Voilà, tu sais tout ça. Je sais quoi. La première réaction, j'ai envie de dire, c'est tu vas au poste de capitaine, poste de pilotage, capitaine, iceberg, droit devant, il faut faire une marche arrière. Et là, tu crois naïvement que le type, il va dire ah bon, tourner la tête, vérifier ce que tu lui racontes et dire vous avez raison, marche arrière tout. Et là, le gars, il te regarde simplement, il te fait des équipes. Et tu es conscient que c'est moi le capitaine ici, moi tu te retrouves dehors sur le pont, tu as perdu un peu de temps. Alors tu te dis bon, ben alors comment je fais? Il y a des gens qui font tourner le système. Les gens sont vraiment comme des machines. Ils sont à la salle des machines. Ceux qui peuvent faire le marche arrière tout si vous voulez. Marche arrière toutes les gars, qu'est-ce qu'on te demande? Le guide. On prend les ordres du capitaine. Tu sais, tu connais mon métier, ça fait 20 ans que je fais mon métier. Les gens qui te demandent qu'est-ce que tu veux faire? On se retrouve sur le pont, on attend beaucoup de temps. Bon ben là, on va dans la salle de bain. Là on y va, ils sont tous en train de danser. On arrive, on prend le micro au crooner et on dit il y a un expert par devant, le bateau va couler, il faut vite aller faire pression sur le capitaine. Nous en parlons comme ça, nous avons une continuation au champagne, donc je peux te dire, même qui arrive, tu désespères. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, on n'a pas complètement content parce que les gens qui viennent te voir. Il y a un officier qui était dans la capitale, il a un gars totalement différent de ça, une machine, il fait les gens qui Actuellement, lire le bouquin de Servigne sur les catastrophes. Les seules études véritablement dans ce registre-là qui sont intéressantes, elles sont issues de ce qu'on appelle la sociologie des catastrophes. Et dans la sociologie des catastrophes, voir notamment comment des groupes ont réussi à s'entraider, etc. C'est très utile. Le
intéressantes sur Katrina, le post-Katrina, comment ça s'est organisé, mais moi là, j'ai pas le texte magique, j'en ai lu beaucoup, mais il y a longtemps déjà. Je sais en tout cas aussi que ce qui est très intéressant, c'est que dans la sociologie de la survie, des survivants, des gens qui ont survécu à des situations de survie, il y a deux cas de figure majeurs, deux cas de figure principaux. Le cas de figure où on est dans une situation de survie évidente. Voilà, le bateau a coulé, tu es sur un morceau de bois au milieu de l'océan, tu sais que ta vie est en jeu. Mais il y a aussi beaucoup de situations où ta vie est en jeu quand tu ne le sais pas. Tu n'as pas conscience. Tu mets du temps avant de réaliser dans quelle merde tu t'es mis. Et dans ces moments-là, ceux qui s'en sortent sont ceux qui basculent le plus tôt, le plus vite, en mode survie, en mode gestion raisonnée des ressources, rationalisation et renoncement. Ainsi, on va se concentrer sur les choses les plus importantes. Voilà, ça arrive très rarement. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais que les groupes fassent ça, c'est très rare. Ce qui se passe souvent dans les groupes, c'est que en groupe, t'en as un peut-être qui va dans cet état d'esprit-là. Ils ont les gars, c'est très rare. En général, le reste du groupe, tu vas mais tu as passé pour t'en mais arrête, etc. Et du coup, il les écoute. Personne n'est pas entendu et des fois les groupes le payent. Voilà, donc c'est très très compliqué en tant que groupe de faire. Il faut basculer à titre individuel le plus possible en engageant le plus de gens là-dedans possible dans une démarche de survie en réalité. Est-ce qu'on peut bricoler le monde? Il y a d'autres échelles d'action. Il y a plein d'échelles, mais ça dépend qui on est. Bon, la grande majorité des gens, c'est nous, c'est là, c'est dans le territoire, c'est autour de chez moi, c'est dans le quartier. La plupart des gens, c'est là. Et après, il y a des gens qui ont des leviers supérieurs. Antoine Bach a un levier un peu supérieur. Il y a une gueule, il y a peut-être un levier encore supérieur. Il y a d'autres gens qui ont des leviers encore supérieurs, des leviers différents. Donc chacun agit à son échelle. Quand je dis son échelle, c'est pas forcément un rayon qu'il faut imaginer dont la personne serait au centre. D'accord, ce sont des choses très, très diffuses. On peut être influent, par exemple, géographiquement sur un territoire. On peut être influent dans la sociologie. On peut être influent auprès de gens qui ont une certaine sociologie, qui soient ici ou à l'autre bout du monde. Tout dépend. Il y a des leviers différents, parce qu'il y a des natures d'influence différentes. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous, chacun, quoi qu'il en soit, on a des ressorts et des leviers d'influence et de maîtrise, de contrôle qui sont dans la sphère directe autour de nous. Et au moins, ça a un intérêt, même si ça ne répond pas à toutes les questions, ça a un intérêt, c'est qu'on voit les choses concrètes de ce qu'on veut faire et que du coup, ça engage, ça donne de l'espoir parce qu'on voit des résultats concrets et du coup, on a envie de continuer plutôt que de désespérer. Comment on relaie aux plus jeunes? Je suis très mauvais pour répondre à cette question, parce que moi je n'ai pas d'enfants, je ne l'aurai pas, et je ne sais pas bien gérer les enfants. Ce que je peux dire tout juste, dans mon expérience limitée en la matière, c'est que en dessous de 7-8 ans, ça paraît compliqué, mais entre 7, 8 et 12, il y a une réceptivité bien supérieure à ce que l'on pense chez les enfants. Ils ont beaucoup moins que nous à déconstruire, et qui sont en général très, très réceptifs de ce genre de choses. Et après, c'est eux qui font la leçon à leurs parents, et eux à leurs aînés. Après 12 ans, 12-13 ans, on passe dans l'adolescence, là, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a tous les autres contraires. Il y a une partie des jeunes qui sont très bien à cet âge-là, et une partie évidemment qui sont dans tous les excès débiles et des dérives de ce système. Il n'y a pas une jeunesse qui se réveille, c'est pas vrai, il y en a plusieurs et ça se clive. Bref, 7-8 ans, 7-12 ans, 7-13, me paraît être un âge intéressant. C'est tout ce que je peux dire. Après, comment? C'est pas moi qui me pose cette question. Est-ce qu'on peut tester des choses radicales au sein du système? C'est la question qui était posée, non? Dans une organisation qui est dans la dynamique de la numérique. Et donc, est-ce qu'au sein de cette dynamique, il est possible de créer quelque chose qui soit vraiment... Non. Non. Ou alors c'est miraculeux. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que moi j'interviens par exemple dans des comités exécutifs de grandes entreprises de temps en temps, et je crois vraiment qu'une fois, j'ai déclenché une épiphanie chez le Big Boss. Et en général, il n'est pas le cas. En général, le Big Boss, c'est le plus difficile à convaincre. Mais une fois, je crois que vraiment, ça a fait vriller le cerveau du mec et que... Je ne sais pas où ça en est, il faudrait qu'on se reparle, c'était il y a 6 mois environ, donc c'est un peu tôt encore. Mais le type m'a dit, il y a eu un avant, il y aura un après. Je sais, maintenant j'ai conscience de tout ce qu'il va falloir changer. Donc, bon, on verra bien. Le fait est que globalement, à part ça, ça ne marche pas super. Ce qu'il est possible de faire, et ce que j'encourage à faire, c'est des choses en parallèle. Ça n'a pas de côté, des choses en parallèle. Nous avons des grandes entreprises qui ont les moyens, on essaie de récupérer une partie de ces moyens pour des choses intéressantes.
Ou alors des petites entreprises ou petites organisations qui ont moins de moyens mais qui peuvent se coaliser pour dégager un peu de marge de manœuvre. Et ensemble, créer, une fois de plus, des expérimentations. Sous couvert d'expérimentation, on peut faire plein de choses. L'important, c'est qu'on n'attend pas d'une expérimentation qu'elle soit pour les honneurs. On attend qu'elle ne soit pas non plus totalement déficitaire à mort et que ça ne fasse pas toute la compta du groupe, mais malgré tout, on attend, il faut tester des choses et on fait en parallèle. Le truc est le suivant, vous êtes dans un système qui a sa dynamique, qui a sa propre inertie, qui a son centre de gravité. Voilà. Et on ne peut pas d'un seul coup tout changer. Donc moi je plaide pour essayer de trouver d'autres points d'appui ailleurs, de tester les choses, si ça ne marche pas, on va le ailleurs. À un moment on dit, ah tiens là ça a l'air solide, et tout, on construit, si c'est très solide, peut-être un jour on va pouvoir faire ce basculement du centre de gravité, et puis on va pas de l'autre pied. Et on va créer des canaux de sauvetage. On va créer des choses en parallèle, qui ne sont pas le truc qui fonctionne le mieux dans ce système, mais qui fonctionneront le mieux dans un système fortement dégradé demain, avec des critères qui ne sont pas les mêmes, notamment les critères de l'innovation. Le but numéro 1, ou la demande publique, c'est pareil. Le but numéro 1, c'est pas d'être rentable, d'être la performance max. Le but numéro 1, c'est d'être fiable et robuste en mode dégradé. Et on peut tester des choses très différentes dans cet esprit-là. Pour la question économique, avec le service rendu. Pourquoi on décide de faire quelque chose? Pourquoi ça a de la valeur? Alors écoutez, là, je ne vais pas vous répondre, au risque de vous décevoir. Vous me posez la question, pourquoi ça n'apparaît pas dans la conférence? La réponse est claire, je ne suis pas compétent pour la répondre. Je n'ai pas cette compétence-là et je suis bien désolé. Cela dit, si vous avez des choses pour me nourrir là-dessus, je suis pas là. J'ai conscience que c'est important. C'est à la fois économique et philosophique. Comment on responsabilise les acteurs de l'économie? C'est un peu la question qui ressemble quelque part. On ne peut pas, mais on peut un peu quand même. Voilà. Donc ce ne sera pas parfait, on ne changera pas tout. Maintenant, il existe des processus, il existe des endroits qui sont particulièrement intéressants comme outil pour essayer de faire ça. Et là, je vous renvoie, si vous ne connaissez pas, vers la CEC. Ce n'est pas le seul, mais c'est un bon véhicule, la CEC. La Convention des entreprises pour le climat, qui porte maintenant très mal son nom, puisque ce n'est pas bien au-delà du climat. Mais à la base, c'était en référence à la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ils ont fait la Convention des entreprises. Ben, c'est en train de prendre en compte. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Alors, ok, il y a plus de petites entreprises que de grandes. Mais il y en a une grande par-ci, une grande par-là, et de plus en plus. Il est en train de se passer quelque chose. Jusqu'où ça ira, on verra bien. En tout cas, dans cette CEC, vous avez un parcours, il y a plusieurs sessions sur le type découpé sous plusieurs fois, 2 jours ou 3, sur plusieurs mois. Et au final, il y a plein d'intervenants, j'en fais partie sur certaines CEC. Et il y a beaucoup de gens qui viennent proposer des business models, des modèles économiques alternatifs, d'autres façons d'organiser sa société, d'autres façons de donner du sens à son activité économique également. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a toutes les réponses, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Honnêtement, renseignez-vous. Renseignez-vous sur la société. Si vous faites partie d'une entreprise, vous voyez si votre entreprise ne peut pas la faire. Sur le localisme, est-ce que c'est une fausse solution? Quelles échelles d'interterritorialité? Quid de l'Europe de la défense? Voilà. Donc, le localisme, dans le localisme, il y a plusieurs choses. Localisme, municipalisme, ce sont des choses différentes. Et peut-être aussi le biorégionalisme. Ce sont des choses différentes, mais qui chacune s'intéresse à comment on peut organiser et prendre des décisions sur des échelles, on va dire locales. Ça, c'est très très important. Très important, parce que c'est précisément à cette échelle-là que, 1, on peut faire des choses, et c'est à cette échelle-là que, 2, c'est à cette échelle-là que l'on doit repenser pour demain un certain nombre de choses. Donc, très important. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, donc il faut vous nourrir de ça. Il y a pas mal de littérature sur ces sujets qui va vraiment détour. Dans la bibliographie sélective, qui est autour de la petite feuille qui a été distribuée, il y a plutôt l'ouvrage Agnès Sinai. Oui, ben voilà, l'Agnès, c'est totalement là-dessus. Donc il y a, c'est parti. Renseignez-vous sur maintenant concrètement. Le local, le micro-local, le collectif en micro-collectif, les gens qui vont faire leur super ferme en permaculture avec leurs potes, qui vont retaper un hameau, en éco-village, machin. Si il n'y a pas de dynamique territoriale autour de ça, s'ils s'enferment plutôt que de se relier, s'ils ne sont pas en réseau, c'est un repli, ça ne marchera pas ni pour eux ni pour les autres. Je dis la chose suivante à pas mal de gens qui tombent des nues. Les gens qui travaillent sur leur autonomie,
des gens qui sont en petits groupes, des gens qui travaillent sur leur résilience. Je dis, vous pensez être plus autonome que les autres? Vous l'êtes moins. Vous l'êtes plus tant qu'il n'y en a pas besoin. Et le jour où on en a vraiment besoin, tout le monde va bien faire de votre pote. Et vous n'êtes pas prêt pour ça. On ne peut pas gérer les choses seul ou en petit groupe. Donc le localisme, c'est bien, et c'est une certaine échelle malgré tout de même. On est sur du territoire, on est sur la commune, l'intercommunalité à l'humain. Voilà. Et après, pour les grandes villes, c'est un cas très particulier, très compliqué. C'est trop, en ville c'est trop, au-delà de 100 villes c'est trop. Donc il faut redécouper en plusieurs portions avec de la ville, du périurbain et du rural, en mode le biorégionalisme est une bonne approche pour faire ça, mais qui ne s'est pas parfait. Donc lisez Guillaume Favorel, lisez Alice Sinaï, lisez le rapport produit ou coproduit par Romain Toun sur le biorégionalisme en Ile-de-France en 2050, etc. C'est un peu catastrophiste, un peu excessif sur ce point-là, et c'est très intéressant. Je termine. Les conseils concrets pour la cohabitation de points de vue divergents, de radicalités différentes. Ça, c'est le très compliqué parce que PFH, parce que putain de facteur humain, et parce que les gens, vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué de les rendre intelligents. Donc, maintenant, je pense que c'est pour ça que ma posture est la suivante. La posture, ma posture ne consiste pas. Et moi, je peux le faire, vous ne pourrez pas le faire, parce qu'on n'a pas la même étiquette. La posture ne consiste pas à dire aux gens, ah, il faut s'entraider, parce que c'est mieux. La posture que tu sois en train de dire, il faut s'entraider, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et moi, je me permets de le dire, parce que j'ai étudié la question en profondeur, en tant qu'expert de ce sujet. Ça ne marchera pas. Donc, on peut obtenir les gens, s'ils arrivent à comprendre ça, qu'ils acceptent de cohabiter, de coopérer avec certains besoins, parce qu'on va ouvrir cette conversation sur c'est quoi le besoin, et assez rapidement, on va vite comprendre, on a tous besoin de manger. Et donc sur ces besoins-là, qu'il faut coopérer et cohabiter. Sur ces besoins-là, on peut ne pas être d'accord pour le reste. Sur ces besoins-là, on est alliés. On est alliés, on va tous crever. Donc il faut apprendre à travailler avec les gens qui ne sont pas comme nous. Il faut apprendre à travailler avec les gens qui sont des cons. Il faut apprendre à travailler avec tous ces gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais on a tous besoin de bouffer. Option 1, chacun s'en occupe dans son coin. Ça ne marchera pour personne. Les plus résilients, ceux qui arrivent le mieux, seront les moins résilients le jour où on en aura besoin parce qu'on va leur foncer dessus. Et les riches n'échapperont pas. À chaque fois qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des vrais gros problèmes dans les pays, très très sérieux, très très graves, il y a eu plus de bouffe, de nourriture, c'est sur les riches qu'on a foncé d'abord. Donc, il faut qu'ils comprennent que soit on s'entraide, soit il n'y a pas. Donc la cohabitation, j'essaie de déclencher cette petite prise de conscience, et sur comment on fait coordonner les différentes radicalités entre elles. Alors je n'ai aucune idée, parce que je ne sais même pas si ça existe. C'est juste que je sais qu'il faut le faire, et que je l'explique aux gens qu'il faut le faire. Je suis un des seuls à communiquer spécifiquement sur ce truc-là. Très spécifiquement, c'est un de mes chevaux de bataille. Il y a des gens très radicaux qui considèrent que les moins radicaux n'ont rien compris, c'est des bouillons. Et les plus radicaux considèrent que les très radicaux, c'est des fous et des moyens. Mais ça n'a pas de sens. Et on entend, et ça remonte un peu avec la première question, on entend dire que pour qu'il y ait un vrai changement, il ne faut pas que ce soit radical. Pas trop. Parce que pour qu'il y ait un vrai changement, il faut que ça pousse du bas. Pour que ça pousse du bas, il faut que ça mobilise. Et qu'on ne mobilise pas les gens des choses trop radicales. Il faut que ce soit modéré. Et là, on mobilise beaucoup de gens, et donc ça peut faire du changement. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des qui sortent des chiffres, il faut parler de 5% de la population, etc. En fait, selon ma lecture à moi, c'est que les grands changements de société qui se sont produits, il y en a deux types. Il y a des changements qui sont importants, mais globalement, nos modes de vie ne sont pas fortement impactés quand même. Et puis il y a des changements où c'est carrément tout le modèle social, tous les modes de vie qui sont impactés. Alors, dans les premiers changements, pour que ça change, pour que ça bascule, ça peut être un changement totalement de régime politique, par exemple, pour que ça bascule, il ne faut pas qu'il y ait des peu radicaux, des non radicaux, il faut qu'il y ait les deux. Les grands changements, c'est toujours quand il y a différents groupes qui travaillent sur le même sujet, qui proposent des choses différentes et qui y vont avec des niveaux de radicalité différents. Et pour ceux qui connaissent le concept de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire des informations qui sont audibles, acceptables, à un moment donné dans une société donnée, pour faire rentrer dans cette fenêtre d'Overton des idées acceptables, des choses nouvelles, il faut un gradient de radicalité. Il faut des gens très radicaux qui vont dire des choses qui sont
inaudibles. Et c'est grâce à eux que d'autres personnes qui sont juste radicales, mais moins, vont apparaître audibles. Merci à Éric Zemmour d'avoir permis au Marine Le Pen d'être beaucoup plus audible, beaucoup plus français. Et merci surtout à Vincent Bolloré d'avoir permis ça, parce que c'est son poulain, Zemmour c'est le poulain de Bolloré. Bref, nous avons donc des radicalités différentes qui doivent s'accorder et qui doivent se coordonner. Il faut accepter les autres niveaux de radicalité, même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes les modalités de mobilisation. Il faut accepter, il faut lâcher prise un minimum, et j'en sais pas. Donc je ne sais pas comment dire, il faut le faire, mais je ne sais pas comment. Les imaginaires, est-ce qu'on peut s'inspirer de comment faisaient les gens de la guerre? C'est moi qui fais la guerre, c'est qui a posé cette question, ça ne me paraît pas possible. Voilà. Pour certaines choses, oui. Après, il s'agit surtout d'éviter, il faut faire attention au message qu'on envoie, d'éviter aux gens d'imaginer que l'on prône un retour en arrière. Ce ne sera pas un retour en arrière, ce sera moins d'énergie, moins de matières premières. Et là, si on regarde juste sur les quantités d'énergie et de matières premières, sous un pays comme la France, il faudrait revenir à peu près, non pas au mode de vie, qui sera différent, mais au niveau de vie qu'on avait dans les années 60. C'est pas un retour à l'âge des cavernes, dans les années 60. On vivait très bien. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Oui, je ne peux pas faire gober à quelqu'un de revenir au Minitel et avant le Minitel et avant qu'il y ait des écrans plats et machin. Et surtout, il faut qu'il y en ait 12. Il ne faut pas avoir un écran plat, il faut qu'on en ait 12. Donc ça va être un peu compliqué, il y a des sevrages qui ne vont pas être évidents. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire qu'il faut, selon moi, passer dans un modèle qui sont comme vous voulez, je parlais de la post-croissance, mais il y a post-plein d'autres choses, post-capitaliste, post-productiviste surtout, je pense que c'est plus important, c'est surtout du productivisme. En fait, tant qu'on est dans un système qui est intrinsèquement productiviste, matérialiste, carriériste, accumulationniste, voilà, et capitaliste et accumulation, en fait, tant qu'on est dans ce système-là, nécessairement c'est un système qui est extractiviste en amont, on intensifie les flux d'extraction, et qui est pollutionniste en aval, on intensifie les flux de pollution. Donc il faut sortir de ça. Tu peux avoir des visions, des imaginaires qui sont post tout ce qui ne va pas. Et donc, en fait, il faut se projeter dans l'avenir, pas revenir au passé. Il faut vraiment se projeter dans l'avenir. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y a pas mal de choses à aller chercher. En fait, il faut aller chercher le meilleur de ce qu'on a aujourd'hui, le meilleur de ce qu'il y a hier, et le meilleur de ce qu'il y a ailleurs. Si ça s'inspirait de ce qu'il y a ailleurs. Tout en éliminant le pire d'aujourd'hui et le pire d'hier. Pas parce que hier, c'était pas forcément le bon. Voilà, les gens qui sont nostalgiques d'un certain passé, mais en fait, il y avait aussi beaucoup de conneries dans ce passé. Les grosses entreprises est-ce que j'ai des exemples inspirants de grandes entreprises qui font des choses bien et quel est l'impact de mon discours dans les grandes entreprises? Je vais répondre assez rapidement, non. Voilà, les grandes entreprises, des exemples inspirants, pas beaucoup. Après, voilà, ça va être les quelques-uns qui viennent, c'est toujours les mêmes. Bon, et même ça, c'est loin d'être parfait. On n'arrive pas à Patagonia. La Patagonia, regardez surtout les discours et la logique d'un mec comme Yvon Chouinard. C'est une grosse boîte, une multinationale, et ce qu'ils font est assez inspirant. Je ne sais pas si vous savez que maintenant, c'est déjà depuis un certain temps, quand vous achetez un truc chez Patagonia, il est réparable à vie. Si tant qu'il peut être réparé, il est réparé pas. Voilà, et il vous encourage à ne pas en racheter. C'est quand même courageux. Il y a d'autres boîtes intéressantes, d'autres sociétés intéressantes. Mais globalement, voilà, regardez ce que fait Pocheco. Pocheco, tout le monde connaît cet exemple, c'est toujours le même qu'on sort depuis le film de là. Voilà, Pocheco, c'est pas une très grande société. Voilà. Bon, écoutez, non, c'est pas parce que je dis il faut faire ci, il faut faire ça, que j'ai tout d'un seul coup 1000 exemples à me sortir. Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Malheureusement, là où il faut travailler le plus, c'est précisément là où on n'a encore pas fait grand-chose. Voilà, donc, et quel est l'impact de mon discours auprès des grandes entreprises? Depuis que je donne des conférences, j'ai donné environ 250 conférences depuis 2016. J'en donne une soixantaine par an. L'an dernier, j'ai donné 63 conférences. Et dans les grandes entreprises, il y en avoir peut-être 8, sur les 63, si je ne me trompe pas, il y en a 8. Donc déjà, vous voyez, c'est vraiment une partie très minoritaire de mon activité. La plupart du temps, ça va être soit des formations. Enfin, je parle des confs. Il y a aussi des formations à des élus. Et les confs, ça va être là, grand public ou auprès d'élus. Et c'est des fois dans des événements, des salons, mais c'est très rarement auprès de grandes entreprises. Et les grandes entreprises, sur les 8, il n'y en a que 3, je ne me trompe pas, où on m'a fait intervenir auprès du comité exécutif, vraiment des décideurs. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, l'impact, il n'est pas mauvais. Il est juste dans l'épaisseur du trait encore. Donc, tant que je ne sais pas
plus médiatisé, tant que je ne serai pas plus visible, tant que vous ne partagerez tous pas frénétiquement mes vidéos partout, ça va être difficile. Et enfin, est-ce qu'on peut maximiser cette dernière question? Oui, j'y viens. Les 4 du mat, c'est ça? Est-ce qu'on peut maximiser, alors la question à la fin, maximiser la durée de vie des choses, réduire l'impact sur toute la durée? Compliqué comme question. C'est hyper compliqué. Moi, je trouve que dans les low-tech dont j'ai parlé, et une fois de plus, je vous renvoie vers cette note de la fabrique écologique sur l'innovation low-tech, dans les low-tech, il y a des bons outils, il y a des bonnes logiques à déployer. Et la logique, globalement, c'est quoi? Déjà, on va travailler sur les besoins. Et on ne fait pas des low-tech pour quelque chose qui n'est pas utile. Quelqu'un qui va dire, ouais, moi j'ai fait un. Je sais pas, j'ai fait un ustensile de cuisine totalement superfétatoire low-tech. On s'en fout. Le monde sera plus, ça n'existait pas, c'est tout. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont utiles qui répondent à des vrais besoins. Sur ces questions-là, il y a des besoins, ça dure. Il n'y a pas à se poser des questions de l'impact sera négatif à long terme si je le fais durer, ou je ne sais pas quoi. Non, l'impact sera positif, puisque tu as travaillé sur quelque chose d'utile, souvent nécessaire. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que je veux dire, c'est que il y a des arbitrages extrêmement compliqués sur la durée de vie. Si vous parlez d'éco-conception, vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Et là, précisément, on va voir ce que propose. C'est un exemple que j'ai donné tout à l'heure. On va voir ce que propose Mobion. Mobion, c'est super intéressant. Ils ont créé un concept qui s'appelle la pérennité. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. La pérennité programmée. Et eux, ils ont une éco-conception mais poussée à l'extrême de leur scooter. Pas sur un scooter, on pourrait gérer ça à tout n'importe quoi. Globalement, ils savent que dans un scooter, il y a des pièces qui ont une durée de vie moins bonne que d'autres. Et des fois, les pièces, c'est des pièces mécaniques, des fois, c'est des composants électroniques, des fois, c'est la peinture, des fois, c'est des trucs très différents. Et ils savent, donc, ils ont conçu leur truc pour qu'ils soient en permanence comment ils appellent ça? C'est de la réussite, c'est de la remanufacturation. Ils sont remanufacturables en permanence. Tu peux l'amener au garage, et le but, c'est que toutes les pièces qui tombent dans la plus faible durée de vie sont directement accessibles. Il n'y a aucune colle, il n'y a aucune soudure, juste des vis que tu peux dévisser pour accéder facilement à toutes les parties. Tu peux même changer des morceaux du moteur sans avoir à changer le moteur entier. Tu peux même changer des morceaux de bobinage, des choses comme ça. Ça va pousser très loin. Ce qui fait que leur durée de vie est imbattable. Imbattable. Et au final, ils font des économies d'échelle dans le temps, pas dans la. Qui sont majeures. Et leur système, il est super intéressant. Donc voilà, tout ça pour des questions de faire durer, etc. Il y a quand même un vrai enjeu à faire. Mobion est un très bon exemple. Et je crois que je vais arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. C'est compliqué, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Peut-être pour clôturer, si vous me donnez 30 secondes de plus, on va finir par un petit exercice que je fais, mais toi, tu vas reprendre la parole tout de même. Évidemment, je suis un élu local, j'ai toujours quelque chose à dire. Voilà. Je fais ça pour clôturer tout, puis vous partez, et je redonne la parole juste après. Mais moi, en tout cas, pour clôturer, je vais vous demander, je vais faire trop. Et pour ceux qui connaissent, il faut jouer le jeu, d'accord? Pour ceux qui connaissent déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous demande de mettre les mains comme ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, on va faire un petit jeu, c'est hyper facile.